Bonjour et bienvenue à la 3e édition du Printemps de l'économie, donc organisée par les économiques de Turgot sous le haut patronage de l'Assemblée nationale et le parrainage de la mairie de Paris, donc avec également le soutien de l'Institut CDC pour la recherche, Caisse des dépôts. Donc le but du Printemps de l'économie, c'est d'aborder l'économie d'une manière nouvelle, en s'adressant principalement aux jeunes. Donc cette année, le thème du Printemps de l'économie, c'est « Mais où va donc la planète ?» Donc c'est un clin d'œil notamment à l'importante conférence climat qui aura lieu cette année à Paris, donc Paris Climat 2015. Mais outre le réchauffement climatique, le Printemps de l'économie va aussi traiter des grands bouleversements mondiaux auxquels nous sommes confrontés. Donc cette séance inaugurale, elle est organisée par les économiques de Turgot, en partenariat avec l'École des hautes études en sciences sociales. Et elle nous pose la question suivante: serons-nous à la hauteur des défis du XXIe siècle ? Donc ainsi, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir des invités de marque qui sont d'horizons disciplinaires très différents, comme vous allez le remarquer, mais qui sont tous des passionnés. Donc Agnès Benassi-Kéré, bonjour. Diplômée de l'ESCP Europe et docteur en économie, vous avez enseigné l'économie dans plusieurs universités françaises et êtes professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc vous êtes également présidente déléguée du Conseil d'analyse économique et nous avons déjà eu le plaisir de vous recevoir aux économiques de Turgot. Jean-Pierre Dupuis, bonjour. Excusez-moi, oui. Pas de souci. C'est pas du tout ceci. Oui, vous avez dû prendre ça sur Internet. Ah. Et c'est complètement fort. Oui, désolé. Ah bon, si vous voulez, présentez-vous, oui. Bien, je suis professeur de philosophie à l'école, à l'université Stanford de Californie, dont j'arrive juste pour ça. Oui, c'est ça, oui. Hubert Védrine également, bonjour. Diplômé de l'ENA, donc vous avez longtemps travaillé à des postes divers auprès du président de la République, François Mitterrand. Vous êtes également diplomate et vous avez notamment été donc ministre des Affaires étrangères durant 5 ans sous le gouvernement de Lionel Jospin, qui fut d'ailleurs le premier invité des économiques de Turgot. Et aujourd'hui, vous dirigez une société de conseil géostratégique qui s'appelle Hubert Védrine Conseil. Lionel Zinsou, bonjour. Diplômé de l'ENA, vous avez longtemps travaillé... diplômé de l'ENS et de Sciences Po, vous avez enseigné à l'ENA, vous, ainsi qu'à l'École normale supérieure, et vous présidez depuis 2009 PAI Partners, qui est le plus grand fonds d'investissement français. Et de plus, vous êtes un spécialiste de l'Afrique. Donc Pierre-Cyril Hautecoeur, bonjour. Vous êtes économiste et historien, spécialiste d'histoire financière notamment. Et vous êtes actuellement professeur associé à l'École d'économie de Paris et vous présidez l'EHESS, au sein de laquelle vous êtes également directeur d'études. De plus, vous êtes chroniqueur pour le quotidien Le Monde. Donc merci à tous d'être présents aujourd'hui. Aïda Benkiran, donc étudiante en classe préparatoire au lycée Turgot, vous animerez donc cette table ronde aux côtés de Sabine Sifus-Arnaud. Donc Sabine Sifus-Arnaud, bonjour, vous êtes journaliste au magazine Challenge, donc, qui est d'ailleurs un fidèle partenaire du Printemps de l'économie. Et vous y êtes chef du service international. Donc c'est à vous que je vais tout de suite passer le micro, mais d'abord j'aimerais vous demander de mettre vos portables en silencieux. Vous pouvez cependant les garder et donc pour tweeter vos réactions et poser vos questions en direct grâce au hashtag Préco15. Bonne conférence à tous. Merci Zoé. Donc pour cette table ronde inaugurale, nous avons ce que dans les tables rondes anglo-saxonnes on appelle Very Distinguished Group. Donc nous allons répondre ou tenter de répondre à cette vaste question: où va la planète? Serons-nous à la hauteur des défis du XXIe siècle? Alors lorsque vous tapez sur Google où va le monde? Où va la planète? Vous avez 32 millions de réponses spontanément, et quand vous tapez où va le monde, vous en avez là 118 millions. Mais dont une majorité à connotation économique. Vous avez les questions de la mondialisation, de l'évolution technologique, du commerce international, des nouvelles puissances dominantes qui arrivent. Donc on est vraiment au cœur du printemps de l'économie. Donc c'est un vaste champ de questions que nous allons devoir explorer en 1h30, ce qui est très court. Avant de donner la parole à nos experts, je voulais vous faire une remarque. Au mois de décembre, il y a une conférence qui s'appelait la World Policy Conference à Séoul, à laquelle ont participé un certain nombre des participants de cette table ronde et d'autres tables rondes du Printemps de l'économie.
Et l'organisateur de cette conférence s'appelle Thierry de Montbrial, donc, qui est une sorte de pape des relations internationales. Et donc, quand vous serez étudiant, ou si vous êtes étudiant, vous lirez les ouvrages, comme on a tous lu ces ouvrages. Et Thierry de Montbrial listait ce qu'il appelait les nouveaux défis de 2014 et soulignait l'accélération de l'émergence des nouveaux défis. Donc pour l'année écoulée, il pointait l'épidémie d'Ebola, la chute accélérée du prix du pétrole, la montée du nationalisme, des populismes, les dangers que constituait une Russie conquérante. Il parlait de Daesh, du nucléaire en Iran, de la zone euro qui n'était pas à l'abri d'une nouvelle crise, donc toute une série de crises qui avaient marqué l'année, et il nous expliquait que la planète pouvait du jour au lendemain basculer à la suite d'un accident, d'un malentendu, et il citait en exemple la possibilité qu'un bateau chinois ait des ennuis avec un bateau japonais et que ça mette le feu aux poudres entre Tokyo et Pékin et que ça embrase le monde. En fait, 3 semaines après, il s'est produit un événement terrible dont personne n'avait imaginé l'ampleur et qui ne se passait pas en mer de Chine, mais tout près d'ici, dans le 11e. Bon, vous avez bien compris que je parlais des attentats de Charlie Hebdo. Et à nouveau, on a vu une accélération de l'histoire et à nouveau un rétrécissement de la planète, puisque le monde entier, ou presque, s'est retrouvé le 11 janvier à Paris. Depuis, d'autres événements spectaculaires par leur ampleur se sont produits et sont avérés de nouveaux défis. Je pense notamment aux cyberattaques massives qui ont eu lieu. Donc il y a eu Sony qui s'est fait pirater son film sur la Corée du Nord, la chaîne TV5 la semaine dernière qui a eu un piratage gigantesque qui était complètement paralysé. Ce week-end, le site de Lufthansa qui a été visiblement victime d'un blackout. Donc tout ça montre que nous avons des défis immenses, mais nous avons des experts très compétents qui vont donc nous présenter de leur point de vue la direction que prend la planète. Donc nous commencerons par Hubert Védrine, donc effectivement ancien ministre des Affaires étrangères, lui aussi pape des relations internationales, conseiller des grandes entreprises à l'international, et qui va nous dresser un tableau général des défis. Il m'avait parlé des défis de la mêlée mondiale, hein, c'était ça que vous vouliez aborder. Ensuite, je passerai la parole à Agnès Benassi-Kéré, donc, qui a été d'ailleurs prix du meilleur jeune économiste, qui écrit des livres très impressionnants, des gros livres savants, mais aussi des petits ouvrages très précieux pour nous journalistes et pour vous étudiants, par exemple sur les taux d'intérêt, sur l'économie de l'euro, et c'est justement l'angle européen qu'elle va aborder ce matin. Nous passerons ensuite la parole à Pierre-Cyril Haucker, qui est là, qui en plus d'être président de l'École des hautes études et économiste, historien, a lui aussi été prix du meilleur jeune économiste et qui est un spécialiste de la planète finance et de ses turpitudes, et c'est ça qu'il abordera. Ensuite, nous passerons à Jean-Pierre Dupuis, philosophe, donc, qui nous arrive directement de Californie. Il enseigne donc à l'université de Stanford, où il est 8 mois par an, donc il a un regard très intéressant. Et aujourd'hui, il abordera la question du réchauffement climatique et, m'a-t-il dit, de l'interdépendance entre les menaces de catastrophes. Dernier intervenant, Lionel Zinzou, banquier d'affaires, homme d'influence aussi, puisqu'il était ce week-end avec un ministre à l'étranger, m'a dit mystérieusement sa secrétaire. Donc il va peut-être nous dire quel ministre et dans quel pays. C'est donc le président du fonds PAI, et donc il nous donnera le point de vue des entreprises, et puis comme c'est un grand spécialiste de l'Afrique, de l'économie africaine, peut-être répondra-t-il à quelques questions sur ce continent en pleine expansion. Voilà, donc vous avez, on va commencer par Hubert Védrine, chacun 5 minutes, 7 maximum pour répondre à cette question terrible sur les défis de la planète. Merci. Comme on a peu de temps, je simplifie les remerciements, mais je remercie ceux qui m'ont invité. Je trouve ça très sympathique de participer à ce rendez-vous, qui est déjà devenu illustre, et d'être là parmi vous ce matin. Alors, plusieurs remarques pour alimenter votre réflexion. Donc moi, je ne suis pas spécialement économiste, donc c'est des remarques plus globales, géopolitiques ou autres. D'abord, le problème, ce n'est pas tellement la planète, parce que la planète, au terme géologique, elle pourrait être là sans qu'il y ait de vie dessus. La planète Mars, vous voyez, va continuer. Donc ce n'est pas la planète Terre, c'est la vie sur la planète. C'est ça la question. Ensuite, moi, j'aurais tendance à vous dire, ne croyez pas qu'il y a déjà une communauté internationale. On emploie tout le temps ce terme. En réalité, c'est un objectif, c'est un bel objectif auquel certainement vous participerez, mais ça n'existe pas encore.
Certes, il y a des professions pour lesquelles il y a une sorte de communauté, de professions financières, les professions aéronautiques, les professions de l'information jusqu'à un certain point. Il y a tous ceux qui vivent vraiment au cœur de l'économie globale de marché, dérégulée, trop financiarisée, etc., l'économie du casino, mais c'est pas, il n'y a pas la communauté internationale des peuples. Et en fait, les différents peuples ne vivent pas la même histoire, n'ont pas les mêmes ambitions, n'ont pas les mêmes craintes, ne sortent pas des mêmes problèmes. Et un jeune Chinois, même s'il a 3 portables, il ne voit pas l'avenir de la même façon qu'un Brésilien ou un Nigérian ou un Français qui a également des portables. Donc méfiez-vous de l'illusion technologique pseudo-homogénéisante. Ça, c'est une première précaution. Deuxièmement, moi, je vous encourage à dépasser le réflexe occidental classique qui consiste à tout voir de son point de vue à travers l'histoire occidentale, européenne, française, et avec l'obsession qu'a l'Occident depuis très très longtemps de répandre dans le monde entier ses conceptions, ses croyances du moment. Pendant des siècles, ça a été l'évangélisation, et puis après c'est le code civil, puis les droits de l'homme. Donc l'Occident veut droit de l'homiser le monde comme il l'avait évangélisé, avec une bonne conscience gigantesque. C'est un fait, hein, c'est l'histoire du monde. Je ne dis pas ça sur un mode expiatoire, parce que je trouve ça ridicule. Il s'agit simplement de constater l'histoire. Donc il ne s'agit pas d'analyser avec des bons sentiments. Par exemple, dans l'affaire de la colonisation, historiquement, c'est très intéressant de savoir pourquoi certains peuples ont été colonisateurs, pourquoi d'autres se sont laissés coloniser, d'autres non. Bon, c'est intéressant historiquement, mais personne n'y peut rien. C'est de la faute de personne, c'est de la compréhension historique. Donc il faut essayer de dépasser ça, ce nombrilisme, qu'il soit un peu plaintif, un peu expiatoire, ou au contraire arrogant et hégémonique. Et là-dessus, les Européens sont souvent différents des Américains. Mais essayer de dépasser, et c'est normal quand on fait des études importantes, dépasser cette espèce de nombrilisme, y compris dans le pseudo-universalisme français, puisque ce qu'on appelle l'universalisme français, historiquement, sur le plan des idées, c'est une projection sur l'univers. Et quand l'univers se met à se projeter sur nous, ces idées, ces hommes, ces financements, ces technologies, ça ne marche plus du tout. Enfin, on est tout à fait perturbé. Troisième conseil, ce serait d'essayer de résister, c'est compliqué dans votre génération, à une sorte d'hystérie permanente qui découle de l'information non-stop, l'information permanente, qui est une tragédie, et qui découle du fait d'être en communication tout le monde avec tout et n'importe quoi. Or, sur plusieurs milliards d'habitants, il y a toujours des atrocités à chaque seconde où on parle, en fait. Et donc, vous êtes sans arrêt informé de choses terribles auxquelles vous ne pouvez rien, en réalité. Et donc, c'est quelque chose, il faut le savoir. On ne peut pas se déconnecter, pas tout le temps, pas complètement. Mais il faut le savoir parce qu'on ne peut pas construire sa réflexion en étant uniquement dans la réaction sous l'effet de la panique par rapport à ça, y compris dans toutes les analyses. Et donc, une fois qu'on a intégré ces précautions, que je recommande, il faut essayer d'analyser le monde, qui est une vaste mêlée. C'est un des thèmes d'un de mes bouquins, une sorte de mêlée mondiale. Il faut intégrer le fait qu'il y a des facteurs d'unification, c'est vrai, des facteurs d'homogénéisation, des facteurs de compréhension et d'échange, mais aussi des facteurs d'affrontement. Il n'y a pas que la technologie, il n'y a pas que l'interdépendance économique. Il y a des facteurs historiques, il y a des volontés, par exemple chez les peuples colonisés, il y a beaucoup de volontés maintenant qu'ils émergent de prendre leur revanche, comme dans le sport, mais dans certains cas de se venger ou d'effacer les traces, y compris linguistiques d'ailleurs, mais pas que linguistiques, sur d'autres plans. Donc ça dépend des peuples en fait, c'est assez compliqué, il ne faut pas avoir d'analyse trop globale. Et quand on prend les thèmes transversaux, bien sûr qu'il y a des thèmes transversaux, mais on oublie le fait que si c'est un Péruvien ou un Mongol ou un Danois ou un Togolais, il ne le vit pas de la même façon, les thèmes transversaux. Et il n'y a que les Européens qui n'ont pas de problème vraiment grave, en réalité, même s'ils se plaignent tout le temps, qui sont de plein pied avec les thèmes transversaux. Ce n'est pas forcément le cas des autres. Donc là aussi, il faut réintroduire la singularité de chacun. Et dans la mêlée, n'oublions pas les mouvements démographiques qui modifient lentement mais sûrement les rapports de force. N'oublions pas le compte à rebours écologique. Et je ne pense pas qu'au climat. Et d'ailleurs, la question du climat n'est pas vécue de la même façon partout dans le monde. Par exemple, les Chinois bougent, mais ils ne bougent pas en raison d'inquiétudes sur le climat après-demain. Ils bougent parce que l'air est devenu irrespirable aujourd'hui chez eux. Donc c'est plutôt un problème de pollution que de climat. Et il y a tout ce qui relève de la biodiversité, de la pénurie, de la disparition de certaines espèces qui inquiètent beaucoup plus certains milieux scientifiques que la question du climat, que je ne néglige pas, mais elle n'est pas la seule. N'oublions pas la révolution numérique qu'il faut intégrer et comprendre qu'il y a une mêlée. D'ailleurs, l'économie, c'est une compétition non-stop. Et la compétitivité, elle est économique, mais elle est aussi technologique, elle est parfois psychologique.
Et mon dernier point, ce qu'il faut être vraiment très, très bref là, c'est que les Français, pour finir là-dessus, la France, les Français, le français, la langue, ont des atouts immenses, gigantesques, un extraordinaire potentiel, mais la France de cette époque-ci, pour des raisons que je ne développe pas, est handicapée par son pessimisme. C'est un pessimisme anormal, pathologique, absurde. Quand on fait des enquêtes mondiales, les Français sont le peuple le plus pessimiste au monde sur l'avenir de son propre pays. Les gens ne sont pas pessimistes sur eux, sur leur propre vie, mais ils sont plus pessimistes sur l'avenir de la France que les Irakiens sur l'avenir de l'Irak, par exemple. Donc il y a une sorte d'anomalie. Et je pense que la France est handicapée par son pessimisme et qu'elle n'est pas pessimiste à cause de ses handicaps. C'est l'inverse. Donc nous avons, et chaque génération qui arrive, on se dit elle va surmonter ce fardeau absurde, et c'est ça mon souhait de ce matin. Donc merci Hubert Védrine. Donc un monde éclaté, diversifié, pollué, hyper compétitif, hyper médiatisé. Agnès Benassi-Kéré, que dites-vous de l'Europe ? Ah oui, merci. Alors, donc moi, je vais zoomer sur l'Europe. Et pour cela, je vais m'appuyer sur des projections réalisées par le CEPI, que vous trouvez sur le site du CEPI. Donc la France, en 2005, représentait 4,8% du PIB mondial. Et si on fait des projections, alors les projections sont toujours fausses, hein, mais c'est pour donner des ordres de grandeur, eh bien ce poids va être divisé par 2 à l'horizon 2050, à prix constant. Ce qui fait que si on prend aussi en compte le fait que les prix augmentent moins vite en France que dans les autres pays, dans les pays émergents, eh bien, ça va être encore pire. Donc, grosso modo, c'est divisé par 2 d'ici 2050. Ce qui veut dire une France à 2,6% du PIB mondial en 2050 au prix de 2005. Ce qui veut dire que la France n'est pas dans le G7. La France, bon, alors là, la France, certes, a beaucoup d'atouts, mais alors, ça ne veut pas dire que la France diminue en absolu. Hein, c'est relatif, c'est parce que les autres augmentent plus vite. Alors, je pense qu'il faut avoir ça en tête. L'Union européenne, elle, arrive à 17% en 2050, elle est à 31% en 2005. Donc elle est aussi grosso modo divisée par 2, mais en partant de beaucoup plus gros. Donc l'Union européenne, il n'y a pas de souci, elle peut rester dans le G7, sauf que l'Union européenne ne fait pas partie du G7. Et G7, les 7 pays... C'est le groupe des 7 pays les plus riches du monde. Alors, je pense que c'est important d'avoir ça en tête quand on aborde le sujet de l'Europe et de la France dans le monde, puisque c'est ça le sujet de notre table ronde. En France, il y a un certain scepticisme vis-à-vis du projet européen en général et de l'euro, de l'intégration de la zone euro en particulier. Je dois dire que je ne comprends pas ce scepticisme. Et là, j'irais tout à fait dans le sens de Hubert Védrine. Il y a une espèce de pessimisme incroyable. La France a été l'un de ceux qui ont bénéficié le plus de l'euro, malgré la crise, malgré tout ce qui nous est arrivé. La France est au cœur de la zone euro et je donnerai juste un élément qui est quand on regarde la corrélation des cycles d'activité, corrélation des PIB par habitant entre les différents pays de la zone euro et l'agrégat zone euro, eh bien c'est la France qui a la corrélation la plus élevée. Ce qui veut dire que la politique monétaire qui est menée par la BCE convient au premier chef à la France. Alors qu'il faut voir d'où on vient. Avant l'euro, on avait la politique monétaire allemande. Est-ce qu'en 2 secondes, vous pouvez nous expliquer BCE, politique monétaire juste... La Banque Centrale Européenne mène une politique monétaire en fonction de l'agrégat zone euro, de l'inflation dans la zone euro, pas dans tel ou tel pays, mais dans la zone euro. La France est grosse dans la zone euro, à peu près 20% de la zone euro, et surtout elle est au cœur, et donc ces fluctuations correspondent bien à celles de la zone euro, et donc elle a une politique monétaire qui est bien adaptée, hein, qui n'a jamais été aussi bien adaptée à l'économie française dans l'histoire. Et par ailleurs, nous avons atteint une espèce d'objectif qui a toujours été une espèce d'obsession française, qui est la stabilité monétaire. Décennie après décennie, les dirigeants français ont toujours mis beaucoup de poids sur la stabilité monétaire, qu'on a connue à différentes époques, sous différents régimes, étalon or, étalon dollar-or, système monétaire européen, euro. Donc nous avons atteint une sorte d'objectif. Alors, par ailleurs, les Français sont des gens qui aiment bien réguler la concurrence, réguler le monde, donc réguler le commerce international, la finance internationale, le climat et également le social. Donc, c'est un peu surprenant qu'ayant ces préférences pour beaucoup de régulation, les Français seraient pour le libéralisme à tout crin. Alors, il n'y a pas besoin d'intégration européenne. Mais c'est un peu surprenant de voir l'euroscepticisme en France combiné à ses préférences pour la stabilité monétaire et pour la régulation internationale. C'est contradictoire.
Il faut choisir. Donc la régulation, c'est prendre les défis à bras-le-corps, en fait. Ben, la régulation, c'est de dire la concurrence a des vertus, mais il faut qu'elle soit encadrée. Et on voit bien sur la question du climat, si on ne fait rien, c'est la catastrophe. Donc je trouve que c'est deux positions qui sont contradictoires. Alors, il ne faut pas être naïf néanmoins. Il ne faut pas être naïf. Nous avons créé un objet qui a des difficultés structurelles profondes. Et je vais citer deux difficultés structurelles que nous avons. D'abord, l'euro, est-ce que c'est une union monétaire véritablement, ou est-ce que c'est ce qu'on appelle un régime de change fixe, c'est-à-dire que chaque pays a fixé sa monnaie par rapport aux autres pays? On peut avoir quelques doutes. La monnaie, d'abord, c'est la monnaie de tout le monde, et c'est aussi la monnaie de personne. On voit avec la Grèce, l'euro est la monnaie en Grèce, mais finalement, la crise en Grèce, c'est un peu parce que l'euro ne peut pas être imprimé par la Banque de Grèce, donc ce n'est pas tout à fait la monnaie de la Grèce. Ça s'oppose à ce qui se passe aux États-Unis. Il y a beaucoup d'endettement aux États-Unis, mais tout le monde est très relax parce qu'on sait que s'il y a une difficulté budgétaire, la Réserve fédérale pourra imprimer les billets pour rembourser la dette. Alors, d'autre part, nous avons une espèce de malédiction qui nous est héritée de l'étalon or, qu'on n'a encore jamais résolu, qui est quand même assez triste, qui est que nous avons une sorte de biais déflationniste, c'est-à-dire qu'on sait depuis l'étalon or que dans un régime de change fixe, eh bien, l'ajustement porte plus particulièrement sur les pays en déficit, qui doivent s'ajuster, donc aujourd'hui la Grèce, le Portugal, l'Espagne, et ça pèse à la baisse sur la demande, sur les prix, et on n'a jamais résolu. Peut-être vous nous dire juste concrètement ce que ça veut dire, concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on voit aujourd'hui que des pays du sud de l'Europe eh bien, doivent réduire leurs dépenses publiques, doivent réduire les salaires, réduire les prix pour s'ajuster par rapport retrouver la compétitivité. Donc ils s'appauvrissent. Mais ce n'est pas seulement qu'ils s'appauvrissent, c'est que quand il y en a un seul qui le fait, ça va, mais s'ils sont nombreux, eh bien c'est une des causes du risque déflationniste dans la zone euro, le fait qu'on ait des prix qui diminuent ou qui augmentent faiblement. Le deuxième problème, c'est que nous avons une espèce de mélange entre intégration et coordination. Et ça aussi en France, on a une espèce de contradiction. On veut toujours de la coordination, mais à condition que ça s'applique surtout aux autres. C'est-à-dire qu'on aimerait bien que les autres s'alignent sur ce que nous on voudrait, mais quand les autres nous disent ce qu'on a à faire, là, ça ne va plus du tout. Et on sait que la coordination, ce n'est pas naturel pour un gouvernement. Se coordonner, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les gouvernements acceptent de s'éloigner un peu de ce qu'ils auraient fait spontanément, de manière à ce que globalement, ça aille mieux. Et c'est extrêmement difficile, parce que leurs électeurs, ils sont nationaux, ils ne sont pas étrangers. Et on voit bien avec l'Allemagne, tous les pays en cœur disent à l'Allemagne qu'il faut dépenser plus, et ils disent pas du tout, et leurs électeurs ne veulent pas qu'ils dépensent plus, et donc ils ne dépensent pas plus. Ce problème n'est pas nouveau. On a vu avec le système monétaire européen, qui a précédé l'euro, à quel point la coordination était difficile. Donc on a passé du système monétaire européen à l'intégration monétaire européenne. Aujourd'hui, on a une sorte de système budgétaire européen, avec le pacte de stabilité. Et la question, c'est est-ce qu'un jour, il va falloir passer à une intégration budgétaire? Pardon, je vais être obligée de vous demander... Je m'arrête là. Et je vais juste terminer peut-être sur l'euro-monnaie internationale, puisque c'était un peu le... Et puis Aïda avait une question aussi qui venait de la... juste pour dire, ça n'a jamais été un objectif de l'Union européenne. Ça ne doit pas être un objectif, à mon avis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour que l'euro devienne monnaie internationale, si l'euro survit. Mais cette fenêtre, on peut ou on ne peut pas la saisir. Le yen, le Japon ne l'a pas saisi quand c'était de son heure. Probablement, le yuan va la saisir quand ce sera son heure. Mais les facteurs qui feraient de l'euro une monnaie internationale sont les mêmes qui feront que l'euro sera un succès. Donc ce n'est pas la peine de s'exciter sur l'euro monnaie internationale. Faisons ce qu'il faut pour que l'euro soit un succès. Et l'euro, je suis absolument sûre qu'il en sortira international. Donc ma question, ça serait, en fait, vous avez parlé de coordination, mais est-ce que le risque de mauvaise coordination est peut-être plus dangereux qu'une coordination partielle? Donc, vous avez une idée derrière la tête? C'est juste une question, c'est juste par rapport à l'Union européenne. Donc s'il y a coordination et le fait que s'il y a mauvaise coordination, ça peut avoir des conséquences néfastes encore plus que s'il n'y a pas coordination. Dans le sens où si
si les États... Enfin, si la coordination est de mauvaise qualité, il y a des risques de... Oui, bah je suis tout à fait d'accord, hein, c'est ce que je dis avec le biais déflationniste, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se coordonne sur un équilibre où les prix baissent et la zone euro est en excédent vis-à-vis du reste du monde, ce qui veut dire que la zone euro dans son ensemble dépense moins qu'elle ne gagne. Et donc c'est bien qu'il y a un excédent d'offres par rapport à la demande, et donc ça c'est déflationniste. On a organisé, la gouvernance macroéconomique de la zone euro est organisée pour produire ce résultat, qui est un mauvais résultat. Ce qui nous donne envie, Pierre-Cyril Hautecoeur, de vous entendre sur les questions financières, la planète finance, les défis. Je sais que vous êtes deux spécialistes de la finance, mais vous avez peut-être avec un regard plus macroéconomique. Donc on vous écoute sur ces défis qui s'annoncent, et les inquiétudes de bulles, etc. 5 minutes aussi, pardon. 5 minutes aussi. Donc merci d'abord aux organisateurs. Comme vous l'avez dit, je suis un historien de la finance plus qu'un devin, donc je ne crains pas complètement vous satisfaire. La raison pour laquelle je m'intéresse à la finance, je pense, c'est un lieu où se révèlent toutes les tensions et les contradictions de nos sociétés, de nos politiques. La finance, c'est l'ensemble des contrats dans lesquels le présent et le futur sont mis en relation. Les différents états du monde possibles sont mis en relation. La finance, c'est quand vous prêtez de l'argent aujourd'hui avec l'idée que vous aurez des revenus demain, ou vous payez quelque chose aujourd'hui pour être assuré si quelque chose se passe demain. Si vos parents vous donnent de l'argent de poche, c'est parce qu'ils espèrent que vous allez vous occuper d'eux quand ils seront vieux. Enfin, peut-être pas seulement, mais c'est possible. Et donc, tout ça, c'est au cœur des relations entre les personnes, entre les groupes sociaux, entre les pays, et c'est un grand révélateur de ce type de relations. Et donc, les transformations de la finance sont révélatrices des changements des relations sociales, par exemple les rapports entre le travail, les loisirs, le temps de formation. Parce qu'évidemment, si vous êtes en cours de formation, vous avez besoin de vivre, il faut que des gens vous financent. Si vous avez des loisirs, il faut aussi que vous puissiez les financer. Inversement, quand vous travaillez, vous pouvez prêter aux autres parce que vous avez des revenus éventuellement trop élevés par rapport à ce que vous pouvez tout de suite dépenser, surtout si vous travaillez énormément. Et les relations entre ces différentes activités, selon qu'elles sont simultanées, décalées dans le temps, beaucoup, un peu, etc., impliquent un recours au système financier. La sécurité sociale, c'est un système financier. Et évidemment, les relations internationales aussi, selon que vous croyez qu'un pays va se développer, vous pouvez lui faire du crédit, mais si au contraire vous pensez qu'il va s'effondrer, surtout vous essayez d'éviter de lui faire du crédit, ou alors vous donnez de l'argent à fond perdu pour éviter que sa crise vous affecte. Donc la finance est très révélatrice des transformations de la société, et c'est donc l'ensemble des relations sociales qu'il faut analyser pour comprendre les transformations de la finance. Alors ensuite, les modalités d'organisation de la finance ont en retour des effets sur toutes ces relations sociales. Et classiquement, on sépare la finance directe, c'est-à-dire quand quelqu'un prête directement de l'argent à quelqu'un d'autre. Directement, c'est vraiment rare en fait. C'est quand vraiment vos parents vous donnent de l'argent de poche. Mais on considère aussi que quand vous achetez des actions ou des obligations, c'est de la finance directe. Mais en réalité, évidemment, il y a des banques qui organisent ça. Et puis, au-delà de ça, il y a les financements par les banques, il y a les systèmes de sécurité sociale, etc. Et ces modalités d'organisation changent énormément dans le temps, alors même que l'importance de l'activité financière est une constante dans l'histoire. Si vous regardez les tablettes cunéiformes qu'on a retrouvées dans la Mésopotamie il y a 5000 ans, eh bien, la moitié, ce sont des contrats financiers. Donc, il y avait une activité financière. Peut-être qu'elle se développe encore aujourd'hui parce qu'on est capable d'établir des relations dans lesquelles on se fait confiance à des échelles plus larges, en termes d'espace et en termes de temps, qu'on ne le faisait par le passé, mais ça a toujours été important. Alors, l'organisation financière, la part des banques, la manière dont elles sont régulées, est très importante, et ça met très longtemps à se développer parce qu'on apprend par essai-erreur. C'est-à-dire que, par exemple, le développement des banques centrales, c'est un processus qui a mis 3 siècles à être expérimenté en Europe.
On a l'impression évidemment que comme on a mis 3 siècles pour le développer et qu'aujourd'hui certains pensent, apparemment Agnès Benassi, que c'est extrêmement efficace, on peut se dire il faut que le monde entier adopte ces solutions. Et on l'a fait adopter par le monde entier. Mais comme disait M. Védrine, ça ne va pas de soi pour le reste du monde que les outils que nous avons inventés en Europe, qui correspondent à notre culture politique, à notre vision du marché, à notre organisation de l'économie, soient forcément adaptés au monde entier. Et il y a des remises en cause, on voit, alors des remises en cause qui quelquefois imitent à certains égards nos pratiques, par exemple quand la Chine crée une banque de développement internationale, mais dans certains cas, il y a une remise en cause plus profonde. Est-ce que la finance islamique est une remise en cause profonde ou pas? Beaucoup pensent que, en réalité, c'est une imitation de l'invention du système bancaire par les franciscains autour du XIVe siècle, mais peut-être qu'il y a quelque chose comme une remise en cause plus profonde de cela. Derrière cela, il y a évidemment aussi l'importance des transformations des relations internationales pour la finance au sens le plus macro possible, parce que derrière les contrats, il y a une idée du droit. Pour que des contrats financiers, des crédits soient considérés comme légitimes et donc soient remboursés, il faut que les gens considèrent que derrière, ils ont été passés dans des circonstances justifiées. Vous voyez qu'aujourd'hui, la Grèce dit « l'Allemagne nous doit de l'argent bien plus que l'inverse ». Parce que chacun lit l'histoire, et c'est à nouveau ce que disait M. Védrine, chacun lit l'histoire de sa manière. Et être capable de construire une histoire de long terme qui soit partagée. Ce matin, la Turquie se plaint parce que le pape parle du génocide des Arméniens. On voit bien qu'il y a des lectures de l'histoire qui sont contradictoires et qui peuvent conduire à des ruptures très violentes. Et la finance est un lieu de révélation de ces ruptures. Les grandes crises financières, la crise de 29 par exemple, est le moment, dans une large mesure, où le pouvoir financier passe de l'Europe aux États-Unis. Et ça se révèle dans une crise extrêmement profonde qui touche les États-Unis, mais qui touche le reste du monde. Alors derrière ça, et je m'arrêterai là-dessus, au cœur de la finance, il y a la question de l'information. Aujourd'hui, l'information avec les réseaux numériques, etc., c'est quelque chose qui change très profondément. L'appropriation de l'information est en train de changer. Or, celui qui possède l'information, c'est celui-là qui a des revenus élevés dans le monde financier. Les actifs financiers, certains pensent que ça rapporte 15% par an, d'autres que ça rapporte 0. Quand vous êtes pauvre, en général, c'est 0 et quelquefois c'est négatif. Quand vous êtes capable de comprendre l'information, de vous l'approprier, de la maîtriser, c'est des revenus élevés. La distribution de l'information, c'est la clé non seulement de succès en finance, mais de l'inégalité dans les sociétés et de les inégalités entre les sociétés. Au XIXe siècle, en France, l'information financière, il y a eu un effort considérable pour rendre publique l'information financière jusque dans les pratiques des tribunaux de commerce. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une menace d'une opacité croissante, d'une appropriation purement privée de cette information. Savoir comment cette information est produite, comment elle est diffusée, c'est un élément crucial du fonctionnement de nos sociétés futures. Et je m'arrêterai là. Merci. Pardon, j'ai un mauvais rôle, mais je suis obligée de vous couper la parole. Avant de donner la parole au banquier, parce que ça aurait été la transition idéale, d'ailleurs je note que c'est le seul qui ait 2 mobiles face à lui à cette table. On n'en a tous qu'un, mais bon. On va passer la parole donc, au philosophe, M. Dupuis. Je voulais juste préciser, Aïda reçoit énormément de questions concernant les interventions. Celles qui sont très techniques sur des points précis, par exemple tout à l'heure le G7, on les pose immédiatement, mais les autres qui ouvrent le débat, on les posera une fois que nos 5 intervenants auront pris la parole. Monsieur Dupuis, c'est à vous. Bonjour et merci. Je réponds simplement à la question qui nous a été posée, mais où va donc la planète ? Bon, si on prend ça au pied de la lettre, la planète, elle va très bien, et elle continuera à tourner autour du Soleil et sur elle-même pendant encore plusieurs milliards d'années. Il m'est arrivé de me promener pour des raisons de travail au nord de l'Ukraine, dans une campagne luxurieuse, près de la frontière biélorusse et de la Russie aussi, des carpes extraordinairement grosses, des champignons énormes, des arbres resplendissants. Tout ça est évidemment contaminé au strontium 90, au césium 137 et au plutonium 239. Nous sommes près de Tchernobyl. Pourquoi est-ce que tout ça se porte si bien? Pourquoi est-ce que la nature se porte si bien?
Non pas parce qu'elle est radioactive, elle l'est, mais simplement parce qu'il n'y a plus d'hommes. Voilà. Bon, alors je crois que ça c'est un symbole. La nature peut se porter très bien dès lors qu'on élimine le prédateur maximal, à savoir l'humanité. Alors en fait la question qui nous est posée, c'est bien sûr non pas comment va la planète, mais comment va l'humanité. Il existe un instrument de mesure de cela qui vaut ce qu'il vaut. C'est une horloge qui se trouve à l'université de Chicago et qui s'appelle le Doomsday Clock, donc on peut traduire on traduit par l'horloge de l'Apocalypse. Elle a été mise en place en 1947 par des physiciens nucléaires américains qui se repentaient de ce qui s'était passé à Hiroshima et Nagasaki. En 1947, donc cette horloge, qui n'a qu'une aiguille, indique le nombre de minutes symboliques bien sûr, qui nous séparent de minuit, minuit étant par convention l'autodestruction de l'humanité. En 1947, 7 minutes. En 1940, la position la plus proche de minuit a été en 1953, 3 minutes, lorsque et l'Union soviétique et les États-Unis se sont dotés de la bombe H. Le moment le plus lointain de minuit, ça a été en 1991, 17 minutes, c'est la dissolution de l'Union soviétique et le traité de réduction des armes stratégiques. Eh bien, depuis le mois de janvier dernier, donc il y a 2 mois, 3 mois, l'aiguille est de nouveau à 3 minutes de minuit. Et les raisons invoquées pour cela sont une nouvelle ère de risque de guerre nucléaire, prolifération, terrorisme bien sûr, mais aussi pour la première fois sont invoquées des choses qui n'ont rien à voir avec la guerre, a priori, comme le changement climatique et les risques technologiques, en particulier des nanobiotechnologies. 3 minutes de minuit. Cette horloge n'est pas dirigée par des irresponsables, mais par 18 prix Nobel et présidée par deux Britanniques, Stephen Hawking, le découvreur des trous noirs, entre autres choses, et Sir Martin Rees, qui est le chef des astronomes de Sa Majesté et qui occupe la chaire de Newton à Cambridge. Bon, donc c'est pas n'importe qui, c'est un instrument de mesure comme un autre. Ce qui s'est passé en janvier dernier est intéressant d'avoir ajouté, à côté de la guerre nucléaire, le changement climatique et les risques technologiques. Car ça veut dire que ces savants redécouvrent ce que nous savons tous, au fond, à savoir que l'humanité a trouvé, depuis toujours, a 2 moyens à sa disposition pour s'autodétruire ou se faire mal en tout cas, la violence intestine, la guerre nucléaire ici, et aussi la manière indirecte qui est la destruction des conditions nécessaires à la survie. Bon. Or, ces deux manières sont évidemment en interaction. On distinguait autrefois, traditionnellement, 3 types de catastrophes. Les catastrophes morales, on peut mettre là-dedans Hiroshima, Auschwitz, même ajouter le 11 septembre, les catastrophes techniques et industrielles, vous pouvez penser à Tchernobyl et à Fukushima, les catastrophes naturelles, vous pouvez penser au tsunami de décembre 2004 et au cyclone Katrina 1 an plus tard. J'ai même écrit 7 ou 8 livres sur le sujet, et ce qui m'a frappé, depuis le 11 septembre d'ailleurs, qui était pour moi un tournant, 2001, ce qui m'a frappé, c'est d'observer, d'analyser, de comprendre que ces différences entre la violence et la manière indirecte de se détruire, les différences entre morale, technique et nature s'effaçaient. Et ceci du fait de 2 mouvements opposés. Le premier mouvement, qui date sans doute de Rousseau et de sa réaction à cette catastrophe naturelle qui a bouleversé la philosophie occidentale, le tremblement de Lisbonne du 1er novembre 1755, la réaction de Voltaire et celle de Rousseau à Voltaire. Rousseau disait en gros ce qu'on a dit après Katrina. Après Katrina, le New York Times, le lendemain, disait « a man-made disaster », une catastrophe faite par l'homme. C'est ce que Rousseau dit au sujet de Lisbonne. Alors non pas que Lisbonne a été détruite, comme vous le savez, également par un tremblement de terre, un tsunami et un incendie monstre. Et Rousseau dit c'est la faute de l'homme. Pourquoi? Parce que d'une part, on n'avait pas à construire Lisbonne, là, on a dit ça à propos de la Nouvelle-Orléans aussi, et aussi parce que les digues n'étaient pas entretenues, etc. etc. C'est la faute de l'homme. Ça, c'est le premier mouvement. Tout est la faute de l'homme et il n'y a rien d'extérieur. L'autre mouvement va exactement en sens inverse. Et il est né au XXe siècle, à la suite des catastrophes morales et
bon, on peut mettre ensemble ici, en prenant des précautions, Hiroshima et Auschwitz, c'est la naturalisation du mal extrême. Là, j'ai beaucoup étudié ces philosophes allemands, juifs, anciens étudiants de Heidegger, que furent Hannah Arendt, Günther Anders et Hans Jonas. Puisque nous avons très peu de temps, je vais me limiter à une question. On arrive au bout de. Oui, des 5 vous m'aviez dit 10 minutes hier, hein, Ah non, mais je vous ai pas au dit téléphone, ça, mais non. peu importe, peu importe. Bon, Donc je suis j'ai navrée, presque hein. fini, j'ai presque fini. Oui, c'est évidemment parler de choses aussi graves en 30 secondes, c'est quand même difficile et délicat. Hein. Toutes les glissements sont C'est très possibles, frustrant, évidemment. Donc, Günther Anders a été au Japon pour la première fois en 1954. Il a interviewé les survivants japonais, les irradiés, comme on dit là-bas, et il a été frappé qu'il n'y avait chez eux aucun ressentiment. Comme si ce mal leur était tombé sur la tête, venu de nulle part, qu'il n'y avait aucune intention humaine derrière. Et le mot qu'ils utilisaient pour dire ce qui leur était arrivé, c'est un mot japonais, le mot de tsunami. Maintenant, quelque chose, alors là il faudrait des heures en fait, et prendre beaucoup de précautions. Vous savez qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on parle encore de l'Holocauste à propos de la destruction industrielle des Juifs. En Europe, maintenant, on parle, et c'est Lanzmann, Claude Lanzmann qui est à l'origine certainement de cela, de la Shoah. Or, le mot Shoah, comme Méchonic l'a bien montré, il ne signifie qu'une chose, on le trouve très peu d'ailleurs dans la Bible, mais on le trouve dans le livre de Job 3 fois, il ne signifie qu'une chose, catastrophe naturelle, et plus spécialement, marée, comment dit-on en français, tidal wave, non pas tsunami, non pas vague de tsunami, mais raz-de-marée. Merci. Merci, M. Védrine. Bon, voilà. Alors, ça fait réfléchir. Cet effacement des différences, vous le voyez avec Fukushima. Fukushima, c'est quoi? C'est un tremblement de terre et un tsunami. Bon, ça, c'est la nature. Mais c'est aussi une catastrophe nucléaire. Enfin, catastrophe. Un désastre nucléaire. Vous le voyez évidemment avec quelque chose dont je ne vais pas parler, qui est le changement climatique. On va beaucoup en parler aujourd'hui. Je termine. Voilà, ça nous permettra d'ouvrir le débat. Bon, vous me donnez 1 minute pour terminer. Le climat traditionnellement, et chez les économistes en particulier, ça représente, même métaphoriquement, l'extérieur, la nature, sur quoi on n'a pas de prise. Et aujourd'hui, le climat, nous savons, ou nous croyons savoir, que c'est les hommes qui le font. Donc ma conclusion est la suivante. Si on ne s'intéresse pas seulement aux possibles conséquences physiques, matérielles, économiques, sociales et politiques des catastrophes annoncées, mais à leur dimension symbolique, signifiante, de sens, comme je le fais, cet effacement des différences entre nature, technique et morale est, me semble-t-il, le phénomène le plus massivement intéressant à prendre en compte. Merci. Merci, monsieur. Et donc, Lionel Zinzou, vous terminez ce premier tour de piste, s'il vous plaît, donc, en tant que banquier et que spécialiste de l'Afrique, donc ce qui est vaste aussi. Oui, merci. Bonjour, mesdames et messieurs, merci de cette invitation. Alors, après ce tour de table très prestigieux, je vais reprendre ce qui était dit sur le pessimisme français et vous rappeler que dans toutes les enquêtes internationales sur les perspectives de bonheur individuel, collectif, national, le bonheur des consommateurs, quelles que soient les enquêtes, c'est toujours les Africains qui sont les plus optimistes. Peut-être parce qu'ils pensent que rien ne peut aller plus mal et que donc leurs enfants vivront forcément mieux. Mais au fond, c'est absolument constant dans toutes les études. Donc, je pensais en entrant dans la salle que j'allais tenir un discours français, mais en fait, vu ce qui vient d'être dit, je vais tenir, c'est l'avantage des métis, un discours africain. C'est-à-dire un discours optimiste. Métis d'où, vous nous redites en 2 secondes? Pardon? Métis d'où? Ah oui, du Bénin. Ah oui, vous avez des questions indiscrètes. Oui, alors je suis béninois et français. Le Bénin, pour les gens qui l'ignoreraient, c'est un grand pays qui longe le Nigeria, en Afrique de l'Ouest. Le ministre que j'accompagnais, Sabine, c'est M. Laurent Fabius, qui se rendait pour 24 heures en Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, si on veut revenir heureux au lycée Turgot, on va en Arabie Saoudite.
il y a la guerre au Yémen, on regarde l'Iran de l'autre côté de la mer à l'est, on regarde le Soudan de l'autre côté de la mer à l'ouest, on est voisin du Sinaï, on a une longue frontière avec l'Irak, une frontière avec la Syrie. Au-delà, on commence à régler les problèmes de la Libye, on a des problèmes internes quand même sérieux. Donc au fond, quand on revient au lycée Turgot, on se dit où va la planète? Enfin, il vaut mieux qu'elle aille au lycée Turgot, manifestement, qu'au Yémen, vous voyez. Donc je voudrais juste vous dire plusieurs choses. Vous êtes une génération qui vit quelque chose que ma génération ne pensait pas vivre, c'est-à-dire vous êtes la génération d'un monde qui se développe. Moi, quand j'étais étudiant en sciences économiques, on m'expliquait qu'il n'y aurait que le développement du sous-développement. Que pour de nombreuses raisons qui tenaient à l'impérialisme, à une spécialisation absurde des pays en développement sur les matières premières, enfin pour des raisons qui tenaient aux inégalités fondamentales à l'intérieur des pays en développement. Enfin, il y avait de très nombreuses raisons pour qu'il n'y ait que développement du sous-développement. Or, ce qui est en train de se passer, et qui évidemment déstabilise beaucoup, et Agnès a commencé en montrant la marginalisation de la France dans les chiffres du PIB mondial, ce qui est en train de se passer, c'est que le monde pauvre devient riche et que le monde sous-développé devient un monde avancé, émergent et développé. Et que ça ne touche pas que la Chine, la Corée, le Brésil, etc., ce qui ferait déjà beaucoup, parce que les unités, et l'Inde, les unités de compte, ce serait déjà la moitié de la population mondiale. Ça concerne aussi l'Amérique andine, enfin l'Amérique du Sud, l'Amérique andine, ça concerne l'Asie du Sud, ça concerne l'Afrique. Et ça, sur où va la planète va dans une direction qu'elle a déjà prise depuis 20 ans, dans laquelle des gens qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté sont passés pour la première fois par centaines de millions au-dessus du seuil de pauvreté. Et on peut le nier. La France, d'ailleurs, a été très spécialiste de nier la croissance des pays en développement. Il en est résulté qu'elle a perdu les 2/3 de ses parts de marché dans les pays en développement. Les pays qui n'ont pas nié que le monde qui était sous-développé se développait et qui sont eux-mêmes des pays émergents ont pris toute la part que des Européens trop pessimistes ont perdue en se trompant. Donc, où va la planète ? Elle va dans un monde où il y aura encore, tout au long de votre génération, pendant 25 ans, 1 milliard de plus de gens qui vivront décemment par rapport à ce qui est la situation d'extrême pauvreté d'aujourd'hui. Est-ce que les entreprises y prendront part ? Oui, vous allez rentrer dans des entreprises. Ces entreprises ont une dynamique très forte. Et d'ailleurs, les Français qui sont pessimistes sur leur pays sont toujours assez optimistes sur leur propre entreprise. On a un problème pour votre génération, c'est qu'il faut être sûr de pouvoir rentrer dans l'emploi. Il faut être sûr que la croissance soit inclusive, il faut être sûr qu'elle crée des emplois. Cela dit, aujourd'hui, vous voyez les statistiques françaises, Agnès, le PIB français commence à avoir l'air de pouvoir augmenter de 0,4% par trimestre. Bon, par trimestre. Ça, c'est déjà le niveau où on assure assez d'emplois pour faire rentrer la génération dans le travail. En dessous, on ne sait pas. Mais ça veut dire qu'autour d'1,5% de croissance en France, aujourd'hui, on a un contenu d'emploi suffisant pour absorber toute la cohorte des jeunes. C'est pour ça qu'il faut tellement que la croissance soit au-dessus d'1,5% d'emploi. Mais nous avons une économie tertiaire assez intensive en emploi et par conséquent, si nous arrivons à restaurer, non pas la haute croissance des années 80-90, mais si on arrive à réaliser la croissance potentielle, votre génération rentrera dans le travail. Et les entreprises, évidemment qu'elles sont soumises à des changements, évidemment qu'il y a révolution numérique, évidemment que 50% des emplois vont être modifiés par les changements de technologie. Évidemment, il reste des problèmes de productivité, il y a des problèmes d'épuisement de la recherche et du développement des produits. Oui, mais en attendant, vous allez rentrer heureux dans des entreprises qui sont en pleine dynamique. Ce sont des entreprises qui seront d'ailleurs, comme le disait Hubert, des entreprises au fond fondamentalement nationales. Vous allez rentrer, pour certains d'entre vous, dans des entreprises françaises. Et elles auront beau être des multinationales françaises,
elles seront françaises. Il n'y a pas de multinationales apatrides. Les multinationales françaises, quand bien même le CAC 40 ne fait plus que 25% de son chiffre d'affaires en France, elles sont à centre de décision, de recherche et de pouvoir en France. Et c'est vrai des autres pays. Vous rentrerez dans d'autres entreprises qui chacune seront quand même incarnées et enracinées. Donc, je termine là mon propos d'Africain. Il se trouve que le monde est en train de s'améliorer. Il se trouve qu'il y avait 500 millions d'habitants de pays riches. Ils étaient de part et d'autre de l'Atlantique Nord. Dans la seule Afrique, il y a aujourd'hui 200 millions. Il y aura dans 25 ans 400 millions. Autant qu'il y avait de riches en 2015, d'habitants de pays riches, ils seront en Afrique. Et l'Asie sera à 2 fois ce chiffre. Vous allez devoir partager la richesse du monde. C'est là que va la planète. Oui, mais vous nous avez dit, nous donnez un message d'espoir en disant cette génération est dans un monde qui se développe. Donc la richesse va se développer aussi. J'étais supposée refaire un tour de table, mais comme Aïda reçoit beaucoup de questions, ce sera peut-être plus intéressant que vous posiez des questions à nos intervenants. Une chose avant, Pierre-Pascal Boulanger souhaitait qu'on commente un sondage sur les peurs des Français et qui malheureusement conforte ce que les uns et les autres vous disiez du pessimisme ambiant. Le Printemps de l'économie a fait réaliser un sondage où donc on a demandé aux Français quels étaient leurs plus grands défis, les priorités, ce qui les inquiétait le plus, ce qui les préoccupait le plus. Peut-être est-ce que rapidement chacun des intervenants peut réagir à ce sondage où on voit que... Non ? Ah pardon, alors donc je vous le commande. Alors évidemment, il pouvait donner plusieurs réponses. 60% sont inquiets du chômage. Attendez, je l'ai noté parce que c'est pas très... Donc 60% inquiets du chômage, 41% du terrorisme. Donc c'est un sondage qui a été réalisé début mars. 36% pour leur pouvoir d'achat. Ensuite 33% soit sur les questions d'inégalité ou d'insécurité. 24% sur les questions ou d'éducation ou d'accès aux soins. Et 13% s'inquiètent du réchauffement climatique. Donc quand même des inquiétudes, l'essentiel des inquiétudes va au chômage et en deuxième position, terrorisme. Est-ce que vous souhaitez réagir Monsieur Dupuis, par exemple? Je vous vois... Mais rapidement, parce qu'il y a beaucoup de questions sur l'iPad d'Aïda. Ne nous paniquez pas trop là. Bon. Vous connaissez la blague... Je crois qu'on ne vous entend pas. Oui, ce micro n'est pas bon. Vous connaissez, ou plutôt, je ne l'ai pas allumé. Vous connaissez la blague, quelle est la différence entre le pessimiste et l'optimiste? Au fond, il n'y a pas de différence, c'est simplement que le pessimiste est mieux informé. Bon, c'est cette idée qu'on peut s'en sortir par des sondages et ramener ça à des questions de perception, etc., alors qu'il y a des phénomènes parfaitement objectifs qu'on peut étudier, analyser, etc. Bon, c'est quand même une réduction. De même, je trouve quand même une réduction. La question qui nous était posée ce matin, pour nous, notre table ronde, c'est où va la planète? C'est pas où va la France. Non, mais c'est une photographie simplement. Non, mais d'accord. Mais où va la planète objectivement? La planète, c'est l'humanité, je dis, c'est pas la nature. Bon, mais on ne peut pas séparer la France, là. Ce que pensent les Français est certainement très intéressant pour les Français. Bon, je voulais quand même réagir à ce que disait M. Zizou, parce que ça me choque profondément. Il est africain, moi je suis aux 3/4 brésilien. Bon, je connais bien le Brésil, mes enfants y vivent, j'ai des petits-enfants, etc. Ce passage de 1 $ par jour à 2 $ par jour, est-ce que vous pensez que c'est vraiment un saut quantique? Bon, comment peut-on vivre avec 1 $ par jour? On vit en dehors de l'économie monétaire, tout simplement. Comment vit-on avec 2 $ par jour en dehors de l'économie monétaire? Rien n'est changé. Enfin, là, il y a quelque chose qui me profondément... je connais bien le Brésil, donc, et sa pauvreté fondamentale et essentielle, ça me choque. Monsieur le professeur, je comprends, je respecte infiniment vos travaux et je comprends que vous soyez choqué. Je vous donne juste un détail. Il y a 1 milliard d'Africains. Dans 25 ans... 30 ans, il y en aura 2 milliards. Non pas parce que la fécondité aura augmenté, la fécondité va baisser, une bonne partie de l'Afrique est déjà en transition démographique, parce que l'espérance de vie va faire l'essentiel de la croissance démographique.
Naître au Bénin il y a 30 ans, naître aujourd'hui, c'est pas pareil. C'est dans un cas naître pour mourir et dans l'autre cas naître pour vivre 70 ans. Alors, peut-être qu'à 2 $, vous n'êtes pas dans l'économie monétaire. Vous y êtes quand même 2 fois plus qu'à 1 $. Et c'est pas pareil de mourir en couche et à la naissance et de vivre 70 ans, parce qu'on a une espérance de vie de 70 ans à la naissance dans une partie aujourd'hui de l'Afrique urbaine. Donc oui, il y a des différences. Elles vous choquent peut-être quand on les exprime comme étant un facteur positif, mais je vous assure que c'est une réalité humaine quotidienne. Hubert Védrine voulait réagir au sondage et à ce qui a été dit autour de cette table. On lui donne la parole en premier parce qu'il est obligé de partir d'ici peu de temps. Non, j'ai encore un moment là, mais non, je réagis non que sur le sondage, pas sur tout ce qui a été dit, qui est très intéressant. Sur le sondage, j'anime un séminaire à Sciences Po sur la perception des risques dans les relations internationales. Et je voulais simplement dire ici qu'aucun peuple ne perçoit les risques de la même façon que l'autre. C'est lié à l'histoire, c'est lié aux mentalités. Les gens n'ont pas peur des mêmes choses, ne sont pas obsédés par les mêmes sujets, n'ont pas la même anticipation, etc. Ils ne vivent pas la même chose. Le fait qu'on vive au même moment en 2015, c'est une apparence superficielle, ça, en fait. Donc ça ne m'étonne pas. Et le fait qu'il n'y ait que 13% sur le réchauffement en France, alors que les médias en parlent absolument constamment, c'est-à-dire qu'à peu près partout dans chaque pays du monde, les gens mettent au premier plan ce qui les concerne directement, de façon tangible. Mais ce n'est pas la même chose d'un pays à l'autre, même entre pays européens. Et entre pays européens, voisins même, quand on voit la perception qu'ont les Allemands des risques et celle qu'ont les Français, on est à des années-lumière. Même après 50 ans de religion d'État sur l'amitié franco-allemande, et c'est très bien, tout ce qu'on a fait, je participais beaucoup, mais c'est des peuples profondément différents, qui réagissent spontanément, pas de la même façon, différents. Donc c'est une donnée qu'il faut avoir en tête, c'est tout. Qui souhaite réagir au sondage? Monsieur Hawker? Je voudrais juste dire un mot sur le souci principal, qui à mon avis traduit une chose, c'est la transformation en cours des rapports que je décrivais tout à l'heure entre travail, loisirs et formation. On a eu un modèle très clairement défini, on a des années, un âge de la formation qui est censé s'allonger de plus en plus, un âge de la vie active, un âge de la retraite. Les rapports entre ces 3 moments de la vie sont en train de se transformer, et votre génération aura certainement une manière d'entrelacer ces différentes activités différentes de celle qui a eu lieu pendant les années précédentes. C'est très compliqué, c'est un problème à la fois individuel, collectif au niveau des entreprises et social au niveau politique, et c'est pour ça qu'on met du temps à le faire, mais c'est peut-être aussi parce qu'on cherche une solution qui soit la meilleure possible. Voilà, c'est très angoissant à un moment, mais ça ne veut pas dire qu'individuellement, beaucoup de gens ne réussissent pas à trouver leur chemin et à inventer ce qui seront les solutions qui deviendront socialement acceptées dans le futur. Merci beaucoup à vous tous. Désolée de vous avoir donné aussi peu la parole, mais revenez à toutes les autres tables rondes et posez plein de questions. Bonne rencontre.